Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Je suis juste Andréane et Anaïs pour faire un mini-épisode. Alors, Anaïs travaille avant tout chez Locaux Villeray la fin de semaine, que vous pouvez la voir. En fait, c'est Anaïs Bélair-Leclerc, nouvellement diplômée en nutrition. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue Anaïs, bonjour! Bonjour Andréane! Pour commencer, peux-tu nous dire pourquoi tu as été en nutrition puis qu'est-ce qui te passionne à ce niveau-là? C'est pendant mes études en nutrition, justement, que j'ai été mise en contact avec tout le concept des systèmes alimentaires, de où proviennent nos aliments. Puis j'étais déjà pas mal aussi conscientisée par tout ce qui est la question de la crise environnementale. Puis, pour moi, tu sais, aller chez Locaux, c'était comme ça allait de soi, c'est parce que je pouvais jumeler le côté environnemental puis le côté de l'alimentation, de la santé, en m'impliquant plus chez Locaux, puis aussi à travers mes études que j'ai compris que, en gros, là, c'est comme si toutes les crises, les situations qu'on connaît dans le monde pouvaient être liées à certaines causes, dont comment notre système alimentaire est conçu. Puis là, ça a comme explosé dans ma tête. J'étais là, waouh, tout est relié maintenant. Puis toutes les passions que j'avais, tous les sujets qui m'animaient, dans le fond, sont tous reliés. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus à notre système alimentaire conventionnel, puis au système alimentaire alternatif aussi qui existe. Par exemple, Locaux fait partie de ces systèmes alimentaires alternatifs. Parfait, génial. Je suis impressionnée de voir que vous parlez de ça en nutrition. On dirait que dans ma tête, c'était plus très, très conventionnel sur les aliments, mais que vous regardez un peu l'aspect environnemental puis global de nos systèmes alimentaires. Exactement. Ben moi aussi, quand je suis allée, je pensais plus à un côté clinique, style hôpital ou CLSC, mais j'ai appris que la nutrition, c'est tellement plus grand que ça. Oui, on peut jumeler à ça des causes environnementales, mais il y a aussi des causes sociales. Par exemple, tout ce qui a rapport avec l'insécurité alimentaire. Tout ça, ça prend racine dans comment nos sociétés sont construites, quels sont les programmes que les gouvernements mettent en place, quelles sont les valeurs qu'on adopte en tant que société. Fait que c'est vraiment plus large que juste un aliment qu'on consomme puis la santé. Ça touche à plein de sphères. Génial. C'est vraiment intéressant. Puis, quel est l'impact de nos choix alimentaires, en fait, que tu en retiens par rapport au système traditionnel? Ouais, donc ça, c'est quand même une grosse question. Premièrement, c'est quoi le système alimentaire traditionnel? Ouais, bonne question. Parce que faut un peu introduire au sujet. Des fois, on sait c'est quoi sans savoir exactement que ça s'appelait le système alimentaire. Mais système alimentaire, ça implique tous les acteurs qui entrent en ligne de compte. On pense à la production, la transformation, le transport, la consommation d'un aliment, puis ça va aussi même jusqu'à la gestion des matières résiduelles en cours de production, puis après, par exemple, le compostage, mais ça rentre dans notre système alimentaire, comme on le connaît. Et là où il y a une faille, à mon avis, c'est que en ce moment, on connaît surtout le système alimentaire mondialisé, puis qui est soutenu par une agriculture industrielle. Ouais, c'est quoi ça, traditionnel, tu sais? À part de là. Exact. Fait que c'est vraiment un système alimentaire fondé sur l'agriculture industrielle. Fait qu'on parle de l'échelle de grosses machines, des gros tracteurs que je serais même pas capable de nommer. Puis on parle de production de masse grâce à ça. Tout est pas mal automatisé. Puis souvent, ça vient avec un gaspillage. En fait, l'arrivée de la grosse ingénierie dans les champs et tout ça, ça concorde à peu près avec les années 60. Puis c'est à peu près aussi le même moment où est-ce qu'on a commencé à faire du gaspillage alimentaire. Donc, on a commencé à produire plus que ce qu'on avait besoin. Je trouve ça vraiment intéressant que ce que tu as dit, que de dire on a commencé à gaspiller quand on a produit plus que ce qu'on avait besoin, en fait. C'est souvent, on le voit d'une autre manière, de dire on va en manquer parce qu'on en gaspille, mais en fait, c'est au moment où on a produit plus que ce qu'on avait besoin qu'on s'est permis d'en gaspiller. Puis j'imagine que si on en avait eu besoin, on aurait trouvé des manières d'optimiser puis conserver vraiment toute la production, tu sais. Exactement. Donc, dans toutes les étapes de cette production-là, il y a en quelque part, on produit trop, on transforme énormément nos aliments. Il y a plusieurs causes qui mènent au gaspillage alimentaire à la maison, mais celui qu'on voit
chez nous, c'est comme la fin du processus, mais il y en a eu beaucoup aussi avant, tu sais, dans les champs, dans les usines de transformation et tout ça. Ça vient comme avec l'espèce d'idée de productivité, produire davantage, plus, et d'automatiser tout ça, ben au final, on en a plus que qu'est-ce qu'on aurait vraiment besoin. Tu sais, on peut dire aussi que le gaspillage alimentaire prend racine dans le concept du système alimentaire conventionnel, industrialisé, etc., qui est aussi mondialisé maintenant, là, c'est partout sur la planète, puis on fait des échanges avec presque tous les pays, à l'autre bout de la Terre. Puis ce qui arrive avec ces systèmes alimentaires-là, c'est que ça nous déconnecte un peu de la provenance de nos aliments. Moi, je trouve que ça nous donne l'impression que l'aliment qu'on trouve sur notre tablette au supermarché, il est là, puis on se pose pas plus la question de d'où il vient, qui l'a fait, comment il a été fait, comment il est arrivé. En ce moment, là, en général, ils viennent d'où nos aliments dans ces systèmes-là? Bon. Alors, par rapport à la distance que nos aliments parcourent, on le sait, là, ils viennent de plus en plus loin, si on parle de l'échelle du Québec. Puis une des raisons à ça, c'est l'étalement urbain qui fait en sorte que nos villes s'étendent, puis on empiète sur des terres agricoles, par exemple. Puis aussi, on internationalise nos marchés. Fait que ça peut venir de partout dans le monde. Par contre, on dit que 1/3 des aliments consommés au Québec qui viendraient du Québec, ça veut dire qu'il y aurait 60% à peu près qui viendraient de l'extérieur. Puis on dit qu'en moyenne, ça va parcourir 2600 km avant d'arriver dans nos assiettes. Fait que 2600, là, pour nous donner une idée, c'est comme le Mexique, je pense. Ouais, c'est ça. J'avais trouvé des petits exemples, là. Par exemple, la laitue puis la tomate qui viendraient de la Floride. Donc, aux États-Unis, c'est à peu près 2400 km. En hiver, on a beaucoup de nos aliments qui viennent du Mexique, justement. Fait que oui, à peu près cette distance-là. Puis, un autre exemple qui est comme une aberration pour moi, c'est nos pommes. On en retrouve encore beaucoup des pommes du Chili dans nos étalages. Puis là, on parle de plus que 9000 km parcourus. Ah ouais, c'est loin le Chili. Ça doit être en Amérique. Oui, puis en plus, nous, on est comme des top producteurs de pommes. On peut en manger toute l'année, mais malheureusement, dans les supermarchés, on en trouve encore beaucoup qui viennent de loin, qui viennent pas de nos vergers québécois. Je pourrais pas dire exactement d'où est-ce que tout vient, mais on sait que ça parcourt des milliers de kilomètres, puis ça devient un enjeu de traçabilité, en fait, parce que on sait pas qui l'a fait, qui l'a transformé, puis combien d'intermédiaires il y a eu dans la chaîne. J'imagine que si c'est 2600 km plus tard, il y a eu plus qu'un intermédiaire qui est intervenu. Sûr. Par rapport à ça, à l'impact de nos choix alimentaires, pour toi, ce serait quoi les solutions, les prochaines étapes à faire pour s'attaquer à ce problème? Ça, c'est la question qui est la plus le fun, parce qu'on peut comme rêver d'un système idéal. Moi, je m'enlignerais plus vers un système alimentaire alternatif, durable et de proximité. Donc, tout ça, ça contrecarre le système conventionnel dont on parlait au début du podcast. Un système alimentaire alternatif, durable, de proximité. Ça implique qu'on rapproche beaucoup les consommateurs et les producteurs. Fait qu'entre autres, à l'épicerie locaux, circuit court, maximum un intermédiaire. En général, ça va être l'épicerie, l'intermédiaire entre le producteur puis l'acheteur. Donc, déjà là, on se rapproche beaucoup de ce qu'on consomme et de ce qui est produit, vice-versa. Pour ça, moi, j'encouragerais plus des petites fermes maraîchères qui diversifient leur production. Donc, ça va à l'inverse des monocultures. C'est vraiment de diversifier les productions, de faire des mix complémentaires dans les cultures et tout ça. Puis, dans le meilleur des mondes, une agriculture biologique. On connaît les impacts environnementaux puis aussi humains de l'agriculture biologique, qui est, à mon avis, à promouvoir le plus possible. Puis, ce type de production-là, ça a vraiment des avantages économiques, sociaux et environnementaux, justement. Économiques parce que les répercussions sont sur des gens proches de nous, des producteurs du Québec. Puis aussi, on est assuré qu'ils vont être payés un salaire décent, ou du moins le salaire minimum au Québec versus le salaire minimum au Mexique, Mm-hmm. D'après moi, c'est plus difficile de vivre avec un salaire minimum au Mexique. Mm-hmm. Ouais. D'où la certification équitable qui est importante dans ces pays-là. Exactement. Oui, donc ça, c'est tout un aspect aussi qu'on n'a pas parlé, le côté équitable, mais c'est sûr que ça s'ajoute. On va en parler une autre fois. C'est sûr que ça s'ajoute. Fait que ce type de système-là, je pense que ça soutient la souveraineté alimentaire au Québec, puis on en a parlé beaucoup dans la dernière année, de se redonner le droit à nos ressources qu'on a ici, puis
aux gens qui produisent pour nous, puis de retrouver une espèce de fierté, puis tout le patrimoine qui vient avec. Donc, de se réapproprier ce qu'on mange, puis d'exiger que ça vienne de près de chez nous. Puis, pour conclure aussi, j'ajouterais que le gaspillage alimentaire, il faudrait le limiter à la source, mais il y a aussi des entreprises qui font de l'économie circulaire, donc qui peuvent récupérer des déchets puis reproduire une nouvelle valeur avec ça. On en connaît quelques-unes là, qu'on a à l'épicerie. Ouais, comme Loop. Ouais, le premier qu'on pense tout le temps. Ouais, puis aussi la transformerie là, qui fait des super bonnes tartinades bio aussi, souvent. Ouais, puis il y en a de plus en plus. C'est assez nouveau comme concept, mais il y en a vraiment de plus en plus. Ben écoute, c'était vraiment le fun de parler de ça avec toi, puis au plaisir d'approfondir d'autres sujets dans le futur. Ben merci de m'avoir invitée. Moi, j'aurais continué d'en parler pendant encore longtemps. Merci! Merci, salut!